Salut, c'est Shep. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la SDA JCE TV consacré aux bases du deck building, apprendre à construire son deck. Et après le choix des héros, eh bien je vais consacrer une vidéo plus générale au sujet des paramètres à prendre en compte lorsque l'on construit un deck. Un deck ne se construit pas au hasard, il y a toute une série de paramètres dont il faut tenir compte absolument lorsque l'on construit un deck, et je vais passer avec vous les paramètres qui vont vous permettre de faire un deck qui va tenir la route. Alors, comme pour la vidéo précédente, je pars du principe que l'on construit un deck solo. Pourquoi? Parce que un deck solo, c'est le challenge le plus difficile. Donc, dans un seul deck, vous devez faire tenir tous les paramètres. Forcément, tous les conseils que je donne ici peuvent s'appliquer à des decks multijoueurs, mais en multijoueur, vous pouvez vous permettre de négliger un des aspects que je vais citer ici, pour autant que votre partenaire le compense. Donc le multijoueur permet d'un peu spécialiser les decks, même si au Seigneur des Anneaux, une totale spécialisation, c'est souvent dangereux parce que on n'est jamais à l'abri de se retrouver engagé si on est le deck qui ne combat pas. Donc c'est toujours bien d'avoir une polyvalence dans ces decks, même en multijoueur, mais en solo, la polyvalence est absolument indispensable. Donc les conseils qui sont ici s'appliquent pour le solo, a fortiori ils s'appliquent pour le multijoueur également, mais en multijoueur vous pouvez vous permettre de vous spécialiser davantage. Bien, donc les paramètres à prendre en compte lorsque l'on crée un deck. Eh bien moi, avec l'expérience, donc 9 cycles de jeu, 9 années de jeu, eh bien j'ai tendance à considérer qu'aujourd'hui, en général, sur l'ensemble du jeu, il y a 5 voire 6 paramètres fondamentaux que tout deck doit contenir, ou doit avoir des solutions au cas où il ne le contiendrait pas. Quels sont ces 6 paramètres vraiment indispensables pour moi dans un deck? Le premier paramètre, c'est la quête. Alors, merci Mr. Obvious, mais c'est le paramètre prioritaire absolu. Vous ne quêtez pas, vous ne gagnez pas. C'est aussi simple que cela. Tous les scénarios du Seigneur des Anneaux ont une composante de quête. Dans tous les scénarios, il faut pouvoir mettre des jetons sur la quête principale et avancer sur la quête principale, et cela se fait en quêtant pendant la phase de quête. Donc il est indispensable de prévoir de la quête et notamment de la volonté. Alors bien sûr, il y a quelques scénarios bataille ou siège qui vont vous faire quêter avec autre chose, mais là on est dans quelque chose de plus spécifique. Mais la quête, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc il faut penser à mettre suffisamment de solutions de quête dans votre deck. Alors cela passe par les héros, j'en avais parlé lors de la précédente vidéo de construire son deck. Mais cela passe aussi par les alliés. Les alliés restent les meilleurs outils pour quêter dans le jeu. Alors, les alliés, il y a toutes sortes d'alliés. Les alliés qui ne quêtent pas, donc c'est les alliés qui ont 0 en volonté, il faut vraiment être prudent avec ces alliés et ne pas trop les démultiplier dans le deck. On va les insérer dans un deck parce qu'ils ont un pouvoir bien spécifique, mais en règle générale, on va chercher à mettre un maximum d'alliés qui peuvent quêter, qui vont être dévoués uniquement à cela, ou ce sera leur tâche principale du moins. Pour vous donner des exemples très connus d'alliés qui quêtent, c'est l'allié Arwen de Miel. Pour ceux qui ont une collection du début du jeu, Arwen de Miel est resté pendant très longtemps un allié quêteur absolu, par excellence. Elle était dans tous les decks qui jouaient bleu, parce que c'est une quête de 2 pour 2 ressources, ce qui est un ratio excellent, et puis elle avait évidemment à côté un effet supplémentaire très intéressant. Donc il faut essayer de chercher ces alliés qui quêtent à 2, parce que la volonté, vous allez en avoir besoin très rapidement. Parmi les alliés aujourd'hui qui sont des musts de la quête, bien sûr les escrimeurs de l'étir. Donc un escrimeur de l'étir qui entre en jeu, c'est 2 de volonté. 2 escrimeurs de l'étir en jeu, c'est 6 de volonté. 3, c'est 12 de volonté. Donc c'est juste énorme, les escrimeurs de l'étir. Certes, ils sont très fragiles, mais les terres extérieures en général, une fois que vous avez un escrimeur de l'étir à table, le reste suit. Donc il faut prévoir ces solutions, et ça passe
quasi inévitablement par les alliés. C'est très difficile d'avoir un deck qui quête bien avec peu d'alliés. Cela nécessite vraiment un deck building très très précis, une compensation très réfléchie de ce manque de volonté, en boostant les héros, la volonté des héros, en obligeant le redressement de ces héros pour pouvoir les utiliser à d'autres moments. Donc, comme on n'est pas ici dans une vidéo d'apprentissage du deck building poussé, mais bien seulement les bases, eh bien, pour un bon deck débutant, oui, il vous faut un certain nombre d'alliés dont le rôle principal sera la quête. Cherchez des alliés qui ont 2 de volonté ou plus et qui coûtent, si possible, 2, voire 3. Et si c'est davantage, s'ils coûtent davantage, assurez-vous de pouvoir vous les payer. Ça, ce sera un autre point, évidemment, de cette vidéo. Donc, la quête, très important, via les alliés. Alors, on a quelques très bonnes cartes qui vous permettent de booster votre quête de manière considérable. L'épée qui fut brisée, vous avez Aragorn, vous jouez l'épée qui fut brisée, c'est une tranquillité d'esprit absolument exceptionnelle. Donc c'est surpuissant l'épée qui fut brisée avec Aragorn. Donc vous avez aussi donc des solutions. Alors ne vous dirigez pas vers une carte comme c'est comment j'ai oublié le nom. Pouvoir de la... Non, c'est pas pouvoir... Je confonds, c'est faveur de la dame. Voilà, la faveur de la dame, qui une carte du corset qui donne plus 1 de volonté pour 2 ressources bleues. C'est évidemment un ratio qui n'est pas du tout bon. C'est beaucoup trop cher. Donc, normalement, vous devez payer le point de volonté une ressource. C'est un maximum. Si votre point de volonté vous coûte plus qu'une ressource, ce n'est pas une bonne carte de quête. Je crois qu'on peut résumer cela comme ça. Et moins cher va vous coûter le point de volonté, mieux c'est. Pour les terres extérieures, en payant 6 ressources, vous avez 12 points de volonté avec les 3 escrimeurs de l'étire. C'est un ratio de 0,5 ressources par point de volonté. C'est un excellent ratio. Donc il faut essayer de rester dans un ratio entre 0,5 et 1, une ressource par point de volonté gagné. Je ne vais pas passer en revue toutes les solutions de quête. Je me ferai une vidéo entière rien que pour ça. Mais donc, vraiment, j'insiste, la quête, totalement indispensable parce qu'il y a très peu de remplacements possibles de cette quête. On pourrait imaginer un deck qui joue Legolas tactique et qui va lui aller mettre 2 par 2 les jetons sur la quête. C'est envisageable pour le corset. On peut gagner passage dans la forêt noire, évasion de Dol Guldur, on peut les gagner grâce à Legolas tactique. Déjà le voyage au long de l'Anduin, la phase 2, ça me paraît très compliqué de la gagner en mettant 2 par 2 les jetons parce que la zone de cheminement va stacker et la menace va forcément augmenter et ce sera de plus en plus difficile de réussir à ne pas subir des échecs de quête. Donc non, c'est très très difficile de se passer de la quête, c'est très très difficile de se passer de la volonté, et donc c'est un critère tout à fait indispensable. Donc pensez-y, il vous faut une masse critique de volonté importante, c'est le critère numéro 1 de tous les decks. On peut se passer du reste, mais se passer de volonté, se passer de quête, c'est impossible. Voilà. Alors, deuxième point qui est pour moi très important lorsque l'on construit un deck, c'est la menace. N'oublions pas que la menace est une condition de défaite. Vous êtes à 50 de menace, vous perdez. Donc il faut absolument éviter cette condition de défaite. Comment éviter cette condition de défaite? Tout d'abord en quêtant bien. Il faut éviter les échecs de quête. D'où le point 1 précédemment. Donc il faut absolument éviter les échecs de quête. Donc il faut bien quêter. Mais parfois ce n'est pas suffisant. La menace elle augmente à chaque tour. Il y a des effets maudits. Et parfois on n'a pas le choix. Tactiquement, il peut être plus intéressant de subir un échec de quête que de vouloir quêter à tout prix. Donc il faut pouvoir gérer sa menace. Gérer la menace, c'est aussi lié au combat. N'oubliez pas que les combats seront plus difficiles quand vous avez une menace haute, parce que les ennemis vont vous engager beaucoup plus facilement. Et ça, on le comprend très vite quand on se retrouve sur Voyage au long de l'Anduin face à un troll des collines. Donc, il est très important de gérer sa menace. Alors, il y a beaucoup d'outils pour gérer sa menace. Le premier point, c'est peut-être de choisir des héros qui ne montent pas trop haut en
en menace quand on débute. Donc quand on est débutant, on a généralement cette limite de 30 qu'on ne veut pas dépasser. C'est un repère que l'on va garder très 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 longtemps. Et il m'arrive encore régulièrement d'essayer de ne pas trop dépasser 30 dans mes decks, même si maintenant, bon, avec l'expérience et les scénarios aidants, je peux faire un deck qui démarre à 32-33 et qui peut gérer le troll des collines. Mais voilà, ça nécessite évidemment une expérience sur le jeu. Donc si vous débutez, un conseil, restez en dessous de 30 de menaces pour démarrer. 26-27, ça vous laisse de la marge. Ayez toujours des solutions de gestion de menaces dans votre deck. Ne fût-ce qu'en 3 exemplaires dans votre deck, mais c'est très important. Ça va vraiment vous apporter de l'air, notamment au niveau de la gestion des combats. Les bons gestionnaires de menaces, le meilleur gestionnaire de menaces du jeu, c'est sans doute le Conseil d'Aileron, qui est gratuit et qui baisse votre menace de 3. Maintenant, le souci, c'est qu'il faut avoir un personnage unique Noldor. Saviez-vous qu'il fut une époque, au début du jeu, où on mettait Arwen de Miel allié 3 fois dans le deck pour pouvoir mettre les conseils d'Aileron 3 fois dans le deck, même s'il n'y a pas de héros Noldor dans les 3 héros de départ. Tellement c'était important à l'époque, quand on avait un pool de cartes limitées, c'était vraiment important d'avoir la quête d'Arwen et la gestion de menaces apportée par le Conseil d'Aileron qui pouvait être jouée grâce à la présence d'Arwen. C'était une combo, c'est pas vraiment une combo, mais une association de cartes qu'on voyait très souvent au début. Aujourd'hui moins, parce qu'on a d'autres solutions. N'oubliez pas que Gandalf reste une solution magique, évidemment, avec un attaque furtive, boum, moins 5 de menace, c'est évidemment extrêmement intéressant. On a aussi dans la boîte de base les salutations des Galadrim, qui dans l'absolu est un des meilleurs baisse menaces du jeu, puisqu'il va vous baisser votre menace de 6 d'un coup. Mais c'est 3 ressources. C'est beaucoup moins facile à sortir. Et puis bien sûr, le meilleur baisse menace du jeu dans l'absolu total, c'est très clairement le héros Aragorn, connaissance, mais ça aussi c'est complètement pété comme effet. Et j'ai envie de dire, vous avez envie de vous affranchir de cette contrainte de la menace, jouez Aragorn connaissance. Mais c'est plus une exception que la règle. Donc, pour résumer, il est très important d'avoir de quoi gérer la menace. Ça passe par la quête, ne jamais subir ou minimiser les échecs de quête pendant la phase de quête, mais aussi pouvoir contrôler cette menace. Galadriel est un héros exceptionnel pour cela. Galadriel va vous permettre de stabiliser votre menace. En fait, Galadriel, elle va compenser la montée naturelle de la menace en fin de tour grâce à sa capacité. C'est juste énorme. Un bon gestionnaire de menace qu'on a tendance à un peu oublier, mais c'est parce qu'il est cher, c'est Elfhelm. Elfhelm, lui aussi, il va temporiser la montée de la menace. Et donc c'est intéressant à envisager. Un petit Elfhelm à table, Elfhelm allié et l'allié énergie, petit Elfhelm à table, c'est quand même sympa. Ça vous permet de temporiser les montées de menaces. Je ne vais de nouveau pas m'amuser à passer en revue tous les gestionnaires de menaces. Plus récemment est sorti la Clairière des Hommes des Bois, qui est un excellent gestionnaire de menaces. Il suffit d'explorer un lieu. Il suffit d'explorer le lieu attaché, c'est moins 3 de menaces, donc c'est très bon. C'est beaucoup plus universel qu'un Conseil d'Aileron, parce qu'il n'y a pas cette contrainte du personnage Noldor, mais ça nécessite d'explorer le lieu, donc on ne peut pas le déclencher quand on veut. Mais voilà, c'est excellent. En tactique, Veille secrète est aussi une excellente carte pour gérer un peu la menace. Donc les gestionnaires de menaces, ce n'est pas ce qui manque dans le jeu. Il y en a dans toutes les sphères. Veillez à toujours en avoir dans votre deck pour éviter cette défaite à la menace qui est peut-être la plus frustrante des défaites dans le jeu. Donc point numéro 2, la gestion de la menace. Point numéro 3, et oui, je ne le mets qu'en troisième, parce que les deux autres sont plus importants à mes yeux, c'est le combat, la gestion du combat. Alors je le mets en 3, pourquoi? Parce que c'est peut-être le point le plus facile à prendre en compte dans un deck, le combat. Donc il faut avoir des solutions de combat, donc il faut pouvoir défendre et attaquer. Donc la défense, la statistique de défense, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai des astuces pour vous, parce que ça va dépendre de la manière dont vous défendez. Vous pouvez choisir de défendre à la Bérégon. À la Bérégon, vous avez un personnage qui va se charger de défendre quasiment toutes les attaques que vous allez subir. Ce personnage
est un tank, vous allez l'équiper pour qu'il soit un tank, vous allez vous arranger pour le redresser, boum, 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 il va tout encaisser. Puis vous avez la stratégie du trash. Donc vous allez utiliser des petits alliés, pas chers, dont vous allez bénéficier d'un effet d'entrée de jeu, et qui vont être sacrifiés sur les défenses. Ce sont deux manières de procéder. Vous avez aussi la possibilité de contrôler les attaques via des feintes et toutes les cartes qui permettent d'empêcher les attaques. Donc, la gestion de la défense, il y a plein de possibilités, il y a plein d'options, donc c'est pas le côté compliqué du deck building. En plus, n'oubliez pas que les défenses, vous pouvez toujours faire des sans défense. C'est très risqué, mais dans certains cas, ça peut s'avérer très payant. Donc pas de conseil en particulier pour la défense, sauf d'avoir un plan de défense, donc de savoir dans votre deck comment vous allez défendre la plupart des attaques. Est-ce que vous allez défendre avec des personnages qui sont bons en défense et qui ont des points de vie derrière, mais il faudra les soigner, et là je reviendrai plus tard, on entre dans une autre composante importante d'un deck. Soit vous vous la basez sur les sacrifices d'alliés, mais vous vous exposez à des effets d'ombre qui pourraient tuer vos alliés avant même qu'ils aient pu défendre. Voilà. Soit vous glissez 3 feintes dans votre deck si vous avez du tactique. Généralement, vous jouez tactique, vous mettez 3 feintes. C'est une carte qui pour moi est totalement auto-incluse dans les decks tactiques. À moins d'avoir un deck tactique très très spécial, il n'y a aucune raison de ne pas mettre les feintes dans un deck tactique. Donc voilà pour ce qui est de la défense. Pour l'attaque, c'est simplement de la stat d'attaque. Il vous faut pouvoir avoir de la stat d'attaque en suffisance, pouvoir mobiliser suffisamment d'attaque. Alors, les ennemis généralement mettent quand même 4, 5, 6, 7 points d'attaque à être tués. Certains, les plus gros, peuvent monter à 12, donc Troll des collines, voire davantage plus vous avancez dans le jeu. Et donc, ça mobilise 3, 4, 5 personnages parfois pour tuer un seul ennemi. Donc, il faut toujours bien garder ça à l'esprit. Et pour booster l'attaque, je ne saurais trop vous conseiller d'envisager soit des dégâts directs, de nouveau, Gandalf est magnifique pour ça, d'envisager des équipements, surtout qui vont augmenter tes stats d'attaque pour les héros. C'est quand même très très utile, très pratique d'avoir ces boosts d'attaque qui vont vous permettre de tuer des ennemis avec moins de personnages. Et évidemment, si vous arrivez à redresser les héros, c'est encore mieux. Donc le combat est quelque chose d'extrêmement important. N'oubliez pas mon adage personnel, un bon ennemi est un ennemi mort. L'idéal est de pouvoir tuer un ennemi le tour où il vous engage en combat. Ça, si vous arrivez à maintenir ce rythme-là, si vous prévoyez un deck qui peut gérer un ennemi par tour en solo, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Ça ne marche pas toujours, c'est pas toujours possible, mais c'est vraiment une voie qu'il faut essayer de tenir. Mon deck, quand je le conçois, je dois être capable, presque dès le tour 1, de pouvoir gérer un ennemi par tour. Tour 1 si vous démarrez haut en menace. Tour 2 ou 3 si vous pouvez vous permettre de temporiser pendant 2 ou 3 tours. La temporisation, on ne peut pas le faire éternellement parce que ça stack en ZC, ça s'accumule en ZC et donc vous risquez d'avoir des échecs de quête. Donc voilà, les combats, c'est très important. On ne laisse pas des ennemis indéfiniment dans la zone de cheminement parce que sinon la menace, elle s'accumule. Il faut les gérer tôt ou tard. Mieux vaut tôt que tard parce que quand vous pouvez les gérer tôt, vous pouvez gérer l'ordre dans lequel vous allez les combattre. Si vous maintenez une menace assez basse. Si vous restez en dessous de 30, la plupart des ennemis ne vont pas vous engager tout de suite. Et c'est aussi un atout de pouvoir gérer dans l'ordre que vous voulez. D'où l'importance du point 2. La menace, Donc la menace, c'est aussi une façon de gérer le combat. Ça va? Donc ces points sont liés entre eux. Quête, menace et combat sont des points intimement liés entre eux. Il vous faut donc un très bon équilibre dans votre deck entre la gestion de la quête, la gestion de la menace et la gestion du combat. Ça, c'est les 3 éléments fondamentaux du Seigneur des Anneaux. Pouvoir équilibrer ces 3 aspects. 4e élément absolument fondamental. J'aurais pu le mettre en premier en fait. J'aurais pu mettre ce point 4 en point numéro 1, le plus important. Mais je ne peux pas le mettre en point numéro 1. C'est la pioche.
c'est la pioche. Alors je ne peux pas le mettre en numéro 1, pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas les 3 points que je viens de citer, vous pouvez piocher tout votre deck tour 1, vous ne gagnerez quand même pas. Donc la pioche, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a un vieux dicton qui dit, dans les jeux de cartes, piocher, c'est gagner. Au Seigneur des Anneaux, c'est particulièrement vrai. Le card advantage, comme on appelle ça, dans Magic, hein, on peut transposer ce concept-là dans le Seigneur des Anneaux, donc avoir beaucoup de solutions en main, c'est extrêmement important. Et donc, il est indispensable de prévoir des solutions de pioche dans votre deck. On a d'excellentes cartes de pioche dans le jeu. On va citer Rune de Dairon. Alors Rune de Dairon, vous allez me dire, mais non, chef, parce qu'au final, je me retrouve pas avec une carte de plus en main. Vu que je joue Rune de Dairon, je pioche 2 cartes, mais je dois en défausser une. Donc j'ai le même nombre de cartes en main après qu'avant. Oui, mais vous avez récupéré 2 nouvelles cartes. Donc, et vous vous êtes débarrassé d'une carte moins utile. Donc Rune de Dairon, c'est gratuit, c'est 2 nouvelles cartes, ça meule votre deck, vous augmentez vos chances d'avoir ce qu'il faut dans votre main. Deep Knowledge, c'est connaissances, c'est... Ah, Deep Knowledge, j'ai même oublié le nom en français, c'est savoir... Enfin bref, vous savez la carte dont je veux parler. Moody 2, certes, mais c'est 2 cartes. Beravor, Gandalf, encore lui, sont des excellentes cartes de pioche. Vous pouvez aller jusqu'à En paix pour penser, mais c'est peu joué parce que c'est incliné 2 héros. Et donc il faut pouvoir se le permettre. Voilà, vous avez énormément de cartes, tenir compte du rêve. Bon, vous avez des tas de cartes de pioche. Vous avez des héros qui vous permettent de piocher, vous avez des personnages qui vous permettent de piocher. La pioche, c'est extrêmement important. Gléowin, ce bon vieux Gléowin du corset, ben, c'est un personnage qui rentre encore aujourd'hui dans mes decks, 9 ans après. Parce que, dans certains decks, il apporte cette pioche régulière qui va vraiment faire la différence. Galadriel vous fait piocher une carte par tour, c'est juste énorme. Donc, vous avez beaucoup de solutions. Il faut piocher. Et c'est la grosse faiblesse encore aujourd'hui pour moi des decks tactiques. Parce qu'ils ont peu de solutions de pioche, excepté marteau ennemi. C'est marteau ennemi ou c'est l'autre, c'est une des deux. Excepté cette carte, non, c'est pas marteau ennemi, c'est justement, c'est l'autre. C'est cette carte tactique qui vous demande d'incliner une arme, d'incliner une arme pour pouvoir piocher 3 cartes quand vous avez détruit un ennemi. Voilà, mais c'est pas facile, c'est pas instantané. Or, souvent, la pioche, on a besoin de l'instantanéité de cette pioche, de pouvoir utiliser cette capacité de pioche au moment où on en a besoin. Zut, j'ai pas de solution dans ma main, je pioche, je n'attends pas que la condition se déclenche pour pouvoir si c'est marteau ennemi, pour pouvoir piocher. Le bon vieux ancien atome, hein, du cycle, premier cycle, l'ancien atome, ben c'était une bonne carte de pioche à l'époque où on n'avait pas d'autres possibilités, mais aujourd'hui on la joue plus. On la joue plus parce que cette pioche n'est pas instantanée, on ne sait pas l'utiliser quand on en a besoin. C'est un investissement à moyen terme, et donc c'est moins joué. Une longue défaite aussi, c'est la même chose, c'est à moyen terme, donc c'est moins joué. Pourtant la carte est très bonne, mais on a envie de pioche instantanée, donc on va essayer de multiplier les solutions de pioche instantanée. Et la vidéo sur une très bonne histoire que je vous avais faite la dernière fois, c'est un peu une espèce de pioche, hein. C'est du tuteur, on appelle ça un tuteur. Donc ça c'est un effet qui mettait en jeu les cartes, c'est un peu comme si vous les piochiez et payiez en même temps. Donc la pioche ça passe aussi par des tuteurs. Donc les tuteurs, ce sont ces cartes qui vous permettent d'aller chercher une carte bien précise. Ça peut être très efficace. Je ne suis pas un étranger en Rohan. Chambre des Ents pour les decks Ent. Voilà, vous avez des tas de cartes tuteurs qui vous permettent d'aller chercher dans votre deck ou dans une certaine partie de votre deck ce dont vous avez besoin. Ouvrir l'arsenal. Hein, vous avez des tas de cartes qui vous permettent de faire du tuteur, de tutorer, comme on dit dans le jargon, la carte dont vous avez besoin. Bref, c'est indispensable de piocher. Si vous n'avez pas de pioche dans votre deck, vous allez galérer. À une carte par tour, ça va être la galère. Vous allez vider votre main de départ et vous n'aurez pas assez de solutions à jouer une carte par tour. Donc vraiment, pensez à mettre de la
pioche dans votre deck. Cinquième aspect tout à fait indispensable de votre deck, oui ça commence à faire beaucoup je sais, mais c'est la gestion des ressources. Vous devez absolument réfléchir votre deck en fonction de votre génération de ressources. Si vous n'avez pas de générateur de ressources dans votre deck, vous oubliez les cartes qui coûtent 4 et 5, vous ne les jouerez pas. Ou bien quand vous les jouerez, vous aurez accumulé des ressources. Si vous accumulez des ressources, ça veut dire qu'il y a un problème de conception de votre deck. Vos ressources, vous ne devez en principe jamais en accumuler. Ça doit pouvoir être utilisé. Un bon deck bien équilibré, c'est un deck qui va épuiser ses ressources à chaque tour et qui ne va garder que quelques cartes en main parce qu'il joue ses cartes et il va pouvoir réalimenter. Et donc, si vous avez une trop grosse main, c'est qu'il y a un problème au niveau du paiement des cartes. Si vous accumulez des ressources, c'est que vous avez un problème au niveau de la pioche ou de l'utilité des cartes que vous avez mis dans votre deck. Donc, si vous vous retrouvez souvent dans une situation où j'ai beaucoup de ressources sur un héros à un moment donné dans la partie, c'est un signal d'alarme. Vous devez vous dire, ah, je me retrouve souvent avec plein de ressources sur ce héros. Ça veut donc dire que quelque chose ne va pas dans mon deck. Ça veut donc dire que j'ai un potentiel qui n'est pas utilisé. Même chose, si vous vous retrouvez souvent avec une main énorme, c'est qu'il y a un problème, soit c'est que vous êtes un très bon joueur et que vous avez un deck qui va vider votre deck et que vous avez 20 cartes en main, okay. Soit c'est que, si vous êtes débutant, c'est que vous avez un problème au niveau de la gestion des ressources. Vous n'avez pas les ressources pour jouer ce que vous avez en main, ou bien les cartes que vous jouez sont trop circonstancielles et donc l'occasion de les jouer ne se pose pas, ne se produit pas. Donc il y a un équilibre entre la pioche et la génération de ressources. Donc si vous jouez un deck Trisphère par exemple, eh bien il est fortement déconseillé de mettre des cartes qui coûtent 4 ou 5, même 3, ça devient limite. Pourquoi? Parce qu'un deck Trisphère ne va générer qu'une ressource par tour de chaque sphère. Il vous faudra compenser par de la génération de ressources. Ce n'est pas ce qui manque, la génération de ressources ou de la manipulation de ressources. Ce n'est pas ce qui manque. Vous connaissez tous l'intendant du Gondor, un véritable incontournable. L'émissaire de Pélargir, c'est pas de la génération de ressources, mais c'est la manipulation de ressources. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, qui vous permet de rééquilibrer un trisphère et de pouvoir jouer une carte qui coûte 2 dès le tour 1 dans une des sphères, grâce à l'émissaire de Pélargir. Vous avez donc très cher, maudit 4, mais héritage de Numénor, qui rajoute une ressource à tout le monde. Alors vous avez un Céron dans ceinture, mais là ça nécessite de faire un tour sans rien faire. Et ça généralement, c'est très dangereux. Donc Céron dans ceinture n'est pas très vu, n'est pas très joué. Voilà, vous avez des tas de cartes qui vous permettent de générer de la ressource. Débrouillard si vous êtes en secret, évidemment. Bref, la gestion de ressources, c'est quelque chose que Gandalf ne fait pas, il ne peut pas tout faire, le bouc. C'est quelque chose de très important et il faut avoir à l'esprit. Bon, voilà. Suis-je riche ou pas? Vais-je avoir un deck riche ou pas? Si je joue Gloin, je vais sans doute gagner des ressources. Si je joue Denethor Commandement, je vais avoir 3 ressources pour démarrer. C'est autre chose. Si vous n'avez pas si vous jouez l'intendant, vous pouvez vous permettre de mettre des cartes chères. Si vous ne jouez pas l'intendant, si vous n'avez pas de gestion de ressources dans votre deck, eh bien, il va falloir absolument abaisser autant que possible le coût de votre deck pour le rendre jouable. Peut-on faire un deck sans gestion de ressources? Non. Il faut au moins un minimum de la manipulation de ressources. Donc, je mets toujours dans mon deck. Je ne mets pas toujours l'intendant du Gondor. C'est même une carte que je mets de moins en moins. Parce que je joue de moins en moins la sphère commandement ou avec un seul héros. Et puis, quand on joue l'intendant, le piège, c'est souvent de compter dessus. Et quand il ne sort pas, le deck ne tourne pas. Donc, je joue moins en moins l'intendant du Gondor parce que j'ai de moins en moins la garantie qu'il va sortir très vite. Donc, ou alors il faut construire un deck qui va meuler pour pouvoir récupérer l'intendant très vite. Enfin bref, voilà. Je ne compte plus maintenant sur une carte. Donc, par contre, je mets toujours 2 ou 3 manipulation de ressources, gestion de ressources, émissaire de Pélargir, écuyer à cheval, messager à cheval, pardon, qui est une très bonne carte de redistribution de ressources. Voilà, ça c'est des très bonnes cartes qui vous permettent de redistribuer des ressources. Et n'oubliez pas que vous avez ces cartes qui vous font économiser des ressources. J'ai parlé d'une très bonne histoire, par exemple, ça vous fait économiser des ressources. Voilà, c'est juste excellent. Donc voilà, il faut penser à cette gestion de ressources. Alors,
Quand vous construisez un archétype racial, pratiquement tous les archétypes raciaux ont leur propre générateur de ressources. Héritier de Valandine pour les Dunedins, à la mer pour les Noldor, Olorien pour les Sylvains. Vous avez, voilà, pratiquement tous les archétypes raciaux ont leur équivalent gestionnaire de ressources. Les Sylvains, eux, ils vont jouer à faire monter, descendre les alliés et vous allez évidemment bénéficier des effets d'entrée de jeu, ce qui quelque part est une espèce de gain, de ressources advantage pour bénéficier d'effets de jeu en les payant à moindre coût. Genre des arbres, pensons au genre des arbres par exemple. Donc vous avez, je ne vais pas passer en revue tous les archétypes raciaux, mais vous avez à chaque fois cette aide, cette génération de ressources qui va aider. C'est vraiment quelque chose de très typique des archétypes raciaux. Beaucoup ont vraiment cette génération de ressources qui va aider. Donc oui, il est indispensable de penser à ça. Soit vous mettez des gestionnaires de ressources dans votre deck, soit vous pensez la courbe de coût de votre deck en fonction de vos ressources. Donc vous devez savoir en gros combien de ressources vous allez générer à chaque tour en moyenne et construire votre deck en fonction de ça. Et parfois, ça implique de se passer d'un Gandalf. Si on ne joue pas commandement et qu'on n'a pas l'attaque furtive à côté, tant pis, 5 ressources, même neutres, parfois c'est trop cher. Et donc on va plutôt partir vers d'autres solutions. Ça, c'est vraiment les 5 éléments fondamentaux. Tout bon deck, quand on débute, doit avoir ces 5 éléments bien représentés. La volonté, donc la capacité de quêter, la capacité de gérer la menace, la capacité de gérer les ennemis, la pioche et la gestion de ressources. À côté de cela, vous pouvez ajouter d'autres paramètres qui ne sont pas à mes yeux indispensables, mais qui sont très utiles. Le premier d'entre eux, pour moi, c'est le soin. Le soin, c'est vraiment extrêmement utile parce que dans ce jeu, les dégâts directs, il y en a. Vous allez subir des dégâts d'archerie, vous allez subir des dégâts suite à des effets une fois révélés, voilà. Vous allez subir des dégâts régulièrement, ou soit tout simplement suite à des attaques ennemies, et c'est important de pouvoir soigner ces dégâts, surtout sur les héros, pour les maintenir en vie. Le soin, c'est une excellente arme défensive. Vous pouvez partir sur une optique, donc je vais faire un tank qui défend un petit peu moins bien, mais qui va être capable de se soigner. Et donc du coup, le fameux gardien des maisons de guérison est probablement une des cartes connaissances les plus jouées, parce que vous avez énormément de soins apportés par cette carte. Et donc c'est tellement avantageux de pouvoir soigner ces personnages, donc de les maintenir à table, et donc de ne pas voir vos stats globales de votre table diminuer. Alors, le souci des gardiens de maison de guérison, c'est qu'ils sont très fragiles. Ça, c'est évident. Mais c'est tellement décisif que peu de decks qui jouent connaissance s'en passent. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives aussi intéressantes. Une Yorette peut être intéressante, mais Yorette a un usage beaucoup plus spécifique. Vous avez d'autres très bonnes cartes de soins, le Lembas, la Télas, mais de nouveau, c'est très ponctuel, c'est sur un héros. Donc vraiment, le gardien des maisons de guérison, c'est la meilleure solution de soins. Alors vous en avez d'autres qui sont très fortes, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est gardien des maisons de guérison. Donc le soin, c'est une manière de maintenir vos personnages plus longtemps en vie et donc de vous protéger de l'élimination par destruction de vos héros. D'autant plus que dès que vous perdez un héros au Seigneur des Anneaux, c'est mauvais signe. Ça devient très compliqué parce que vous perdez de la ressource. Donc vos héros doivent être maintenus en vie à tout prix. Et cela passe aussi par du soin. Notamment certains scénarios qui vont être très agressifs au niveau des dégâts directs. Eh bien, le soin est indispensable. Donc, ce soin, je ne l'ai pas mis dans les 5 facteurs obligatoires. On peut s'en passer, mais c'est compliqué. Alors, quand je dis soin, ça peut être aussi prévention de dégâts. Un casque aux ailes de corbeau, un garde d'honneur en tactique, c'est de la prévention de dégâts. Pour moi, ça rentre dans la famille du soin. Donc, soit du soin, soit de la prévention de dégâts.
Donc voilà, c'est important. Et n'oubliez pas aussi le bon vieux Gandalf qui peut servir aussi à ramasser des dégâts. En attaque furtive Gandalf prend 3 dégâts, il remonte, il est soigné. Donc voilà, il faut garder cet aspect-là, la gestion des points de vie, si vous voulez, de vos personnages. Et donc, du coup, une erreur que l'on peut être tenté de commettre quand on débute, en tout cas moi c'est une erreur que j'ai commise, c'est de mettre plein d'alliés pas chers qui ont l'air forts dans leur domaine, mais qui n'ont qu'un point de vie. Et ça, c'est dramatique, parce que dès que vous avez une carte du genre à la merci du nécromancien, eh bien, votre table, elle est rasée. Et c'est très dur de s'en remettre. Même les decks terre extérieurs, ils aiment bien avoir du soin, parce que même s'ils accumulent les points de vie grâce au berger des Amphalas, ils aiment bien pouvoir être soignés. Ce serait dommage, un berger quitte le jeu, et ça peut être l'effet en cascade. Donc le soin, c'est très important, c'est presque indispensable, et donc dès que j'ai la possibilité de mettre du soin dans un deck, je le fais toujours. Je vais toujours glisser dans mon deck, si j'ai du connaissance, 2 papis pervers, comme on les appelle, donc les gardiens de maison de guérison. Il y en aura 2. Il y en aura 2 dans le deck, par sécurité, parce que une fois qu'il sort, c'est toujours confortable, même si je construis mes decks de sorte à pouvoir jouer sans qu'ils ne sortent. Mais quand ils sortent, eh bien évidemment c'est un confort, ça me permet de prendre plus de risques, et évidemment ça me donne un avantage. Donc le soin, c'est très important, et je le classe donc en numéro 6 des facteurs à tenir compte, des paramètres dont il faut tenir compte quand on construit son deck. 7e paramètre, la gestion des effets, ce qu'on appelle les cancels. Donc le fait de pouvoir gérer un effet indésirable est un atout. Le fameux tester sa volonté, on ne le présente plus à personne. C'est extrêmement fort, mais ça a un gros inconvénient. Toutes ces cartes de gestion d'effets sont généralement des cartes conditionnelles. Donc ce n'est que quand vous en aurez besoin que vous allez vous en servir. Tester sa volonté, c'est 3 slots. Ou 2, si vous en jouez que 2, mais c'est des slots dans votre deck pour lesquels vous ne pouvez pas mettre autre chose. C'est des slots qui vont vous servir à rien. Si ce n'est contrer. Alors c'est très bien. Et je conseille aux débutants de tester sa volonté dans leur deck. Parce que c'est une sécurité. Contre la merci du nécromancien, par exemple. Mais, avec l'expérience, vous allez préférer les gestionnaires d'effets qui peuvent faire autre chose. Je pense à ces alliés qui permettent parfois d'annuler un effet une fois révélé, ou qui permettent d'annuler un effet d'ombre. Donc ça c'est bien. Dans la gestion des effets d'ombre aussi. Les effets d'ombre, c'est le côté aléatoire le plus gênant du Seigneur des Anneaux. C'est pas tellement le renforcement qui est le plus gênant, c'est vraiment ces effets d'ombre. Certains effets d'ombre peuvent faire basculer tout simplement une partie. La gestion des effets d'ombre est très importante. De nouveau, vous aviez le coup précipité dans le jeu de base. C'est une carte encore moins bonne que tester sa volonté dans l'absolu. Pourquoi? Parce qu'elle ne sert qu'à ça. Si vous avez des effets d'ombre, vous avez d'autres cartes qui vous permettent de les gérer aujourd'hui. Le tison enflammé, bien sûr. Mais vous n'avez pas que ça. La lanterne d'argent, qui peut vous permettre de voir les effets d'ombre. Mais même dans le jeu de base, si vous n'avez que le jeu de base, savoir ténébreux. Savoir ténébreux, c'est une carte qu'on regarde moins, non. Mais pourtant, ça vous permet de connaître l'information sur un effet d'ombre. Ça, c'est fort. Donc, il faut pouvoir gérer cet aspect. Alors, c'est pas seulement du cancel, c'est pas seulement annuler. Vous pouvez aussi anticiper avec des cartes comme Protecteur de la Lorien, pour citer une carte du jeu de base. Protecteur de la Lorien, ça c'est cool. Parce que ça vous donne une réactivité que vous n'avez pas d'habitude. En fonction du renforcement, la menace monte d'un coup de la 7C. Avec Protecteur de la Lorien, je vais ajuster. L'ennemi gagne plus 2 en attaque. Avec Protecteur de la Lorien, je vais augmenter la défense. Donc c'est intéressant d'avoir aussi des solutions pour pouvoir réagir. De la réactivité. C'est important d'en avoir. On peut s'en passer. On peut s'en passer, mais s'en passer nécessite de bien connaître les decks de rencontre.
Quand vous connaissez bien les decks de rencontre, vous pouvez vous dire, ah, je sais que ça peut m'arriver, je sais que ça peut m'arriver, je sais que ça peut m'arriver. Donc, quand je vais engager des personnages dans la quête, je vais éviter de mettre des personnages qui n'ont qu'un point de vie, hein. Quand je vais défendre, je vais éviter de je sais qu'il peut y avoir tel bonus d'attaque, donc je vais pas défendre avec ce personnage-là au risque de le perdre, je vais plutôt préférer de sacrifier un autre. Bref, s'adapter au scénario. Quand vous connaissez bien le scénario, vous pouvez vous passer des cancels. Vous pouvez jouer en fonction des pièges qui peuvent vous tomber dessus. Lorsque vous ne connaissez pas bien les scénarios, les cancels, c'est toujours bien pratique. Donc moi, je joue de moins en moins avec des cancels, mais c'est parce que j'ai une bonne connaissance des scénarios. Ça, c'était le 7e point. 8e point, qui pour moi est dispensable, c'est la gestion des lieux. La gestion des lieux, c'est quelque chose de dispensable. Pourquoi? Parce que moi, je préfère adopter la solution de la quête pour contrer les lieux. Donc, je m'arrange pour que mes decks quêtent toujours suffisamment pour éviter le stack de lieux dans la zone de cheminement. D'ailleurs, je ne perds pratiquement plus jamais à la menace. C'est quelque chose qui ne m'arrive pratiquement plus. Je perds au combat, mais je perds rarement à la menace. Je m'arrange toujours pour avoir des decks qui vont compenser. Maintenant, avoir une bonne gestion des lieux, ça peut vous permettre de compenser une relative faiblesse en quête. Le tracker du Nord, on ne le présente plus bien sûr, mais il a l'inconvénient d'être cher. Mais vous avez d'autres cartes qui vous permettent de gérer les lieux. Un chemin de grands pas. C'est une bonne carte, l'air de rien. Vous permettre de voyager directement vers un lieu dès qu'il est révélé sans résoudre son effet de trajet. Certes, ça remet l'autre lieu dans la zone de cheminement, mais ça peut vous sauver d'un sale lieu, hein, qui va vous coincer. Hein, imaginez une bonne vieille terre brune pour prendre le corset. Qui n'a pas pesté en voyant popper les terres brunes et son sac de menaces? Avec un chemin de grands pas, une ressource, poum, vous y voyagez, c'est explorer immédiatement, vous ne subissez pas ce sac de menaces. Donc des exemples comme ça, il y en a plein, et en particulier dans les cycles 8, 7, 8 et 9, où vous avez parfois des effets qui vont vous mettre des lieux à 14 dans la ZC. Non, je n'exagère pas, j'ai même eu une fois un lieu qui est arrivé 21 de menaces à lui tout seul, hop, plus 21 dans la ZC. Donc ça fait très mal, évidemment. Donc la gestion des lieux, c'est quelque chose qu'on peut envisager, mais c'est pas vraiment entré dans la culture du joueur. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, les lieux n'ont pas été ce qui était méchant dans le jeu. Ce qui était méchant dans le jeu, c'était les traîtrises et les ennemis. Les lieux, c'est juste ce qui permet d'augmenter la valeur de menace dans la zone de cheminement. Avec les derniers cycles, ça change. Avec les derniers cycles, les lieux deviennent très agressifs. Et donc, on en revient à se dire, mais peut-être que je vais faire de la gestion de lieux. Mais c'est pas indispensable dans un deck. On peut compenser la gestion de lieux par une très bonne gestion de la quête. Voilà, ça c'est les grands paramètres dont il faut tenir compte lorsque vous construisez un deck. Donc je rappelle les 5 paramètres indispensables: la quête, la gestion de la menace, la gestion des ennemis, de la pioche, absolument de la pioche, et de la gestion de ressources. Alors en quelle quantité? C'est peut-être quelque chose que j'approfondirai dans la prochaine vidéo de ce cycle construire son deck, hein, mais par exemple la pioche, il faut avoir 1/5 de votre deck au minimum, 9-10 cartes qui vont vous permettre de piocher ou de tutorer, mais qui vont vous permettre d'aller chercher, d'aller gratter votre deck et d'aller récupérer des cartes dans votre deck. Je vois parfois passer des messages de joueurs fiers, et ils ont raison de l'être, d'avoir vidé leur deck, ou presque vidé leur deck à la fin de la partie. Avec l'expérience, hein, moi pour l'instant, quand je joue, je vide mon deck une partie sur 2. Les parties où je le vide pas, il reste moins de 10 cartes dedans. Donc il faut vraiment avoir de quoi creuser ce deck pour avoir toutes vos solutions en main, parce que c'est vous affranchir d'un des paramètres d'aléatoire du jeu. Si vous arrivez à piocher très vite votre deck, ce côté aléatoire là, il n'existe plus. L'énorme avantage, c'est que soit vous piochez des cartes de pioche et donc vous allez pouvoir piocher, soit vous ne piochez pas les cartes de pioche, mais ça veut dire que vous piochez des cartes utiles en principe. Donc voilà, pensez aussi au concept de
réduction de taille de deck. Donc un deck c'est 50 cartes minimum, hein, mais vous avez une carte de pioche, en fait c'est comme si c'était une carte qui réduisait la taille de votre deck. Quand vous avez une carte qui ne sert qu'à piocher dans votre deck, ben vous réduisez le volume des autres cartes. Ce qui vous permet de concentrer l'efficacité de votre deck. Hein, donc se dire, j'ai 50 cartes, je vais mettre 50 cartes alliées attachement, sans penser à la pioche, c'est une erreur, parce que vous n'allez pas toucher la plupart de ces cartes. Donc vraiment, la pioche c'est très très important, et j'insisterai jamais assez là-dessus. Et évidemment, si vous piochez beaucoup, il faut pouvoir payer les cartes. Donc il faut penser à vos ressources et à la gestion des ressources. Voilà, c'est les points indispensables. Je conseille toujours une petite solution de soin, ne fût-ce que 2 papilles pervers. Moi je mets toujours 2 papilles pervers quand je joue connaissance. Juste ça, 2 papilles pervers, quasiment toujours dans tous mes decks qui jouent connaissance. Voilà, c'est quand je le pioche, c'est tout bonheur, parce que je vais pouvoir jouer différemment. Voilà, les cancels, si vous ne connaissez pas bien le scénario, c'est conseillé, ou bien s'il y a vraiment une grosse saloperie dans le deck de rencontre, ça m'arrive de... Allez, sur certains scénarios, je vais quand même mettre... les scénarios où il y a piège soudain. Souvent, piège soudain, où il y a sentinelle endormie. Hein. Ça, c'est des scénarios, je passe de 50 à 53 cartes, je mets les 3, tester sa volonté dans le deck pour avoir la paix. Hein, donc voilà. La gestion des lieux, bah, c'est plus dispensable. Vous pouvez y penser si vous manquez un petit peu de quêtes, mais si vous avez assez de quêtes, normalement, vous n'avez pas besoin d'y penser. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc, construire un deck Seigneur des Anneaux, c'est un subtil équilibre, c'est une subtile alchimie, et il faut tenir compte de ces paramètres de manière constante. Et on a parfois vite fait de construire un deck, on part sur une idée, ah ouais, ça c'est sympa, et puis on se rend compte qu'il y a un paramètre qui manque. Et bien souvent, chaque archétype racial va avoir une grosse faiblesse dans un des paramètres. Et oui, le paramètre chez les nains, par exemple, la grosse faiblesse, c'est la génération de ressources. On n'a pas beaucoup de génération de ressources dans les nains, et donc, depuis les ratums de Nous ne sommes pas paresseux, évidemment, parce qu'avant c'était Byzance, et donc, on a tendance, les nains ils sont un peu chers, et puis on se retrouve un petit peu en début de partie, parce qu'on manque de ressources, hein, si on construit nain sans tenir compte de ça. Hein, donc vous avez à chaque fois une petite faiblesse dans chaque archétype racial. D'autres vont avoir une faiblesse au niveau de la pioche. Hein, il va falloir compenser en mettant des cartes de pioche à côté. Donc voilà, donc, parfois il y a une faiblesse au niveau du combat, hein, parfois il y a une faiblesse au niveau de la quête, hein, les Dunedains, il faut quand même bien reconnaître que la quête, c'est pas du tout leur point fort, et il faut compenser absolument si vous voulez faire un deck solo Dunedain. Et c'est pour ça que faire un deck solo Dunedain est tellement plus dur, parce que dans la hiérarchie des paramètres, hein, je vous ai dit la quête vient en 1. Bah oui, un archétype racial qui manque de quête, bah, ça va vous poser problème par la suite. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette série-ci. Donc c'est une vidéo un petit peu plus, je vais dire, théorique sur la construction de deck, mais vraiment c'est pour vous éveiller à ces paramètres qu'il faut absolument prendre en compte, et il est très difficile de se passer d'un de ces paramètres. Et sur les 5 paramètres de base, c'est pas possible. Ou alors des decks très spécialisés qui vont développer une solution mécanique particulière, comme par exemple ces decks sans volonté, mais qui vont quêter avec l'attaque grâce à formation militaire. Mais ça reste l'exception. Certainement pas la règle. Donc je reste ici dans une vidéo pour les débutants, pour les joueurs occasionnels qui ne sont pas habitués à la construction de deck. Et donc c'est pour ça que je n'aborde pas ces cas spécifiques là. Voilà, on se retrouvera pour une 3e vidéo construire son deck d'ici quelques semaines, où j'aborderai la question, mais qu'est-ce que je mets exactement dans mon deck, dans quelle proportion, comment savoir si mon deck est équilibré avec des chiffres, parce que généralement c'est des repères que vous aimez bien avoir. D'ici là, jouez bien, construisez bien vos decks, n'hésitez pas à apporter des compléments à ce que j'ai dit dans les commentaires. Je remercie encore une fois tous les fidèles de la chaîne. Le mois de mai 2020 a représenté un nouveau record pour la chaîne, le nouveau record du nombre de vues pour la chaîne en mai 2020, alors que la chaîne existe depuis 5 ans et que le jeu est dit
en fin de vie, avouez, c'est quand même une jolie performance. Merci à tous. Si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!